Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'économie sociale et solidaire, dont les actrices et les acteurs du monde entier se retrouvent, comme tous les 2 ans, aux rencontres du Mont Blanc pour la 8e édition qui se déroulait cette année, du 6 au 8 décembre 2017, à Genève. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Thierry Jantet, vous êtes le président d'ESS, Forum International, ESS pour Économie Sociale et Solidaire, et se déroule aujourd'hui, ou en tout cas du 6 au 8 décembre 2017 à Genève, les 8e rencontres du Mont Blanc. C'est quoi l'économie sociale et solidaire, Thierry Jantet ? Ce sont d'abord des valeurs, j'allais dire des obligations, j'allais dire même des exigences. Dites. C'est d'abord la démocratie, une personne, une voix, une personne morale ou une personne physique, mais une seule voix. C'est donc une exigence, déjà. C'est l'équité, c'est-à-dire de traiter de manière équitable toute personne qui participe à la création de richesses à travers une association, une mutuelle, une coopérative, etc. La notion d'équitable est très importante. D'ailleurs, ça a donné naissance au commerce équitable. C'est le système de propriété qui est très particulier puisqu'il est à la fois privé, pas de dépendance de l'État bien entendu, mais en même temps, il est totalement commun, c'est-à-dire qu'il est indivisible, impartageable, sauf dans le cas des coopératives où il y a des parts, bien sûr, mais vous savez que dans les coopératives, vous êtes obligé chaque année de mettre une partie de vos résultats en réserve impartageable. Donc cette notion de propriété impartageable, propriété, je dirais surtout commune d'une certaine, est fondamentale. Et puis bien entendu, les valeurs de solidarité et d'épanouissement de la personne humaine. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, Thierry Jantet, que l'économie sociale et solidaire est une forme d'économie humaine, voire humaniste ? C'est une économie résiliente et c'est forcément une économie humaine avec un grand H. Parce que ce qui compte dans l'économie sociale, ce n'est pas le fait qu'on constitue un capital et qu'on essaie de faire grandir ce capital, c'est le fait que des femmes et des hommes se mettent ensemble pour accomplir un projet. C'est bien la différence entre l'homme au service de l'économie et l'économie au service de l'homme. Vous venez de le dire, je suis d'accord. Alors, ces 8e rencontres du Mont Blanc, Thierry Jantet, combien de participants, combien de pays représentés, combien de structures ? Écoutez, plus de 350 personnes, plus de 40 pays, le nombre de structures exact, alors là je ne vais pas vous le dire comme ça parce que franchement on n'a pas fait le décompte comme ça sur le bout des doigts, mais ce qui est très important c'est l'extrême diversité, non pas simplement en termes de pays, mais le fait que vous avez ici des associations, des mutuelles, des coopératives, des fondations, des entreprises sociales, des gens du monde des logiciels libres, des gens du monde des semences libres, des gens des communs. Donc la diversité de l'économie sociale et solidaire et, au passage, les jeunes start-upers de l'économie sociale et solidaire. Et leur présence grandissante dans les rencontres du Mont Blanc est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, ils sont en train de faire bouger l'économie sociale et solidaire. Ils sont en train d'inventer parfois d'ailleurs de nouvelles formes d'économie sociale et solidaire qui vont peut-être faire d'ailleurs bouger y compris les statuts parce qu'il faut peut-être les assouplir, il faut peut-être rendre l'économie sociale plus directement accessible. Ils posent des tas de questions. L'un d'entre eux, qui est Nicolas Hazard, qui est le responsable d'une structure qui justement s'occupe de start-up dans le monde entier, interroge ces jeunes en disant « Mais est-ce que vous savez que vous êtes en train de faire de l'économie sociale et solidaire ?» Ah ben non. Alors ce qui est important, c'est le fait qu'ils le fassent. Ensuite, effectivement, il est important de leur donner des guides et de leur rappeler qu'il ne suffit pas d'en faire pendant 2 ou 3 ans.
que l'économie sociale, ce sont des projets de moyen et long terme. Est-ce que ce n'est pas aussi une recherche de sens finalement ? Bien sûr, je crois que les jeunes aujourd'hui, et on le voit, y compris dans les pays développés, avant de trouver même un autre type de job, souvent commencent par partir dans une ONG, faire un stage dans une association. C'est déjà une indication. Et on voit quand même de plus en plus de jeunes, y compris diplômés même de grandes écoles classiques, qui recherchent à travailler dans des entreprises au minimum à caractère social et écologique, et de plus en plus souvent, carrément d'économie sociale et solidaire. Il y a même aujourd'hui des formations universitaires. Oui, je pense récemment une émission Durablement Vôtre avec Laetitia Letellieu, titulaire de la chaire de l'économie sociale et solidaire à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Oui. Alors, il y a de plus en plus d'universités, à Reims, effectivement, au Mans depuis longtemps, à Lille, à Bordeaux, à Lyon. Les formations, au CNAM, bien entendu, les formations se multiplient. Et on voit, y compris des grandes écoles qui abordent, alors souvent plutôt sous l'angle entreprise sociale qu'économie sociale et solidaire proprement dite, mais quand même qui abordent le sujet, les SEC, HEC et d'autres, on sent que ça vient. Et pour autant, Thierry Gentot, l'économie sociale et solidaire a du mal à émerger dans l'espace public. Ça reste malgré tout, alors peut-être même une dimension un peu condescendante et un peu tolérante à l'égard de cette forme d'économie. Et en tout cas, on n'a pas le sentiment que ça émerge réellement, même si ça représente 10 à 12%. Alors en France, en France, en Europe, souvent un peu plus. Et il ne faut jamais oublier que dans les pays du Sud, c'est beaucoup plus. Il y a des pays où c'est 80%. C'était rappelé. Par exemple au Sénégal, par exemple, quelqu'un rappelait que c'était peut-être pas 80% absolument, mais que dans les 80% de l'activité économique qui n'est pas celle des grandes entreprises, il y a très largement l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai pour d'autres pays. Donc, il faut voir l'ensemble. Et je crois que je suis obligé de vous répondre en deux temps. Je pense qu'il faut remarquer qu'il y a de plus en plus d'élus locaux, départementaux et régionaux qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire. Et en France, la loi d'ailleurs de 2014, que j'avais préparée avant qu'elle existe avec d'autres et avant que Hamon puisse la mettre en œuvre, amène à une conférence annuelle obligatoire dans toutes les régions. Donc il y a un lien qui a toujours existé entre l'économie sociale et le monde public, le monde des collectivités locales. Mais ce lien est en train de se renforcer. Avant, il tournait surtout autour de la culture, du sport, de l'accompagnement scolaire à travers le monde associatif. Il y a déjà plusieurs années que les villes s'intéressent à la protection sociale à travers les mutuelles, à travers les EHPAD détenus par les mutuelles, qui s'intéressent aussi à l'ancrage économique. Et ancrage économique, ça veut dire coopérative, SCOP, société coopérative d'intérêt collectif, coopérative d'activité et d'emploi. Donc on voit qu'il y a une évolution, semble-t-il, dans l'ensemble positive. Alors ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est que l'économie sociale est encore trop timide dans sa communication générale vis-à-vis des citoyennes et des citoyens. Ça, c'est vrai. Pour quelle raison ? C'est une vieille habitude qui vient de loin, c'était vivons heureux, vivons cachés. Alors, depuis quand même une vingtaine d'années, l'économie sociale s'est mise à communiquer. Mais pas encore suffisamment. Et il y a eu ici un déjeuner de dirigeants d'entreprises d'économie sociale, des dirigeants européens. On a organisé ça entre notre forum et Sociol'économie Europe. Et nous avons été très frappés, les organisateurs, par le fait qu'un certain nombre de ces grands dirigeants de l'économie sociale ont dit « Attention, nous faisons de la publicité pour nos propres entreprises, il faudrait qu'on parle plus ensemble de l'économie sociale et solidaire. » Thierry Gentot, c'est aujourd'hui les 8e rencontres du Mont Blanc, organisées par ESS Forum International que vous présidez. C'est donc la 8e édition. Est-ce que vous voyez une évolution depuis précisément ces premières rencontres qui, je le rappelle, ont lieu tous les 2 ans? Alors oui, je pense que les rencontres ont lieu tous les 2 ans et puis il y a de plus en plus d'événements entre les 2 ans. On a commencé effectivement avec les 2 ans, puis après on a été appelé à participer, co-construire à d'autres événements entre ces séquences des rencontres du Mont Blanc. Je pense qu'on est arrivé à
créer un intérêt autour de l'économie sociale du côté des institutions internationales. Je pense au programme des Nations Unies pour le développement, je pense au Bureau international du travail, je pense y compris évidemment à la CNUSED, à l'UNSRID et toute une série d'organisations qui sont venues presque continuellement, d'ailleurs presque dès le début, et y compris aujourd'hui, assister à nos conférences et qui du coup, sur l'idée d'une directrice du PNUD, ont créé une task force entre elles pour travailler ensemble sur l'économie sociale. Thierry Jeantet, on va vous laisser bien sûr à ces rencontres du Mont Blanc ici à Genève. On va nous rencontrer certains des participants. Évidemment, ce ne sera pas possible de les voir tous, mais on essaiera quand même d'avoir comme ça un panel de représentants de ces acteurs qui sont aujourd'hui présents à ces 8e rencontres du Mont Blanc. Changer le monde, faire péter une bombe, la misère, la pauvreté, tout souffler. Les sans-abri, l'injustice, le pouvoir, tout faire péter. Dans la gigantesque fourmilière, donner un énorme coup de pied. Ceux qui ont les yeux fermés, aveuglés, les réveiller. Les égoïstes, les secouer, les arrivistes, les balancer, les communistes en inspirer, les écolos, les épauler, la droite troquer ses idées, la gauche il faut l'équilibrer. Enfin trouver l'harmonie. Non, ce n'est pas une utopie. Mais pour changer le monde, on a besoin de vous tous réunis à la table ronde. Ne laissons pas à nos enfants une terre démunie, décadente. Donnons-nous la main, avançons serrés comme une armée qui n'a plus rien à perdre demain. Donnons-nous la main. Ensemble proclamons nos idées, la vision du monde. Il faut la bousculer, le blason, le redorer. Changer le monde, faire péter une bombe, la misère, la pauvreté. Tout souffler, les sans-abri, l'injustice, le pouvoir. Tout faire péter dans la gigantesque fourmilière. Donner un énorme coup de pied. Oh, 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 oh. Changer le monde. 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 Et main dans la main. Soyons malins, préparons le terrain, plus de monde en déclin. Réparons nos erreurs et pensons bien plus au bonheur. Il est l'heure de se réveiller, nos enfants les éduquer. La confiance, le respect et l'amour, c'est les partager. Plus de liberté mais plus de responsabilité. Les vraies valeurs enfin, les leur inculquer. Oh, 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 oh. Changer le monde. 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 Changer le monde. Faire péter une bombe, la misère, la pauvreté. Tout souffler, les sans-abri, l'injustice, le pouvoir. Tout faire péter dans la gigantesque fourmilière. Donner un énorme coup de pied. Oh, 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 oh. Changer le monde. 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 Nous sommes toujours ici à Genève, aux 8e rencontres du Mont Blanc, du 6 au 8 décembre 2017. Et parmi la foule nombreuse à ces rencontres de l'économie sociale et solidaire, nous croisons Dominique Chaussé. Je dis Dominique Chaussé parce que je vois sur votre badge que c'est marqué, et vous êtes québécoise. Quelle est votre fonction, madame ? Oui, bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Alors, je suis directrice principale du financement de l'économie sociale pour une société d'État qui s'appelle Investissement Québec, qui est donc le bras financier du gouvernement du Québec, qui est une des provinces au Canada. Ça veut dire que le Québec
en particulier porte une attention tout à fait spéciale à l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Investissement Québec fait du financement traditionnel, fait aussi du démarchage international pour amener des sièges sociaux au Québec, mais a une équipe dédiée à l'économie sociale depuis plus de 40 ans. Investissement Québec finance l'économie sociale, c'est-à-dire donc les coopératives et les organismes à but non lucratif qu'on appelle les OBNL. Combien ça représente? Alors bien sûr en chiffres, mais c'est peut-être plus parlant, Dominique Chaussé, en termes de pourcentage. Bien, on parle effectivement de plus de 7000 entreprises collectives au Québec qui représentent globalement entre 8 à 10 % du PIB du Québec. Ce qu'on retrouve d'ailleurs assez fréquemment dans d'autres pays dans le monde. Dominique Chaussé, est-ce qu'une organisation d'État qui participe au financement des structures de l'économie sociale et solidaire ne risque pas de créer une distorsion concurrentielle au sein même de l'économie? Ce qui nous caractérise, c'est que nous avons ce que j'appelle deux chapeaux. Nous avons nos financements avec nos fonds propres, qui sont les financements des taux de marché, comme les partenaires avec qui nous faisons le financement. Et au Québec, justement, le financement d'économie sociale se caractérise beaucoup par des financements en partenariat. Nous sommes souvent 3, 4 partenaires et même plus dans les financements. Et ce qui fait, je crois, une clé de succès, c'est vraiment que nous mettons en commun nos outils de financement. Et ça, donc, on a nos fonds propres et nous avons aussi, en tant que mandataire du gouvernement du Québec, des programmes particuliers qui ont des conditions de faveur, donc des conditions concernant des moratoires de remboursement de capital ou certains congés d'intérêt, mais nous les utilisons qu'en partenariat avec les autres financiers pour faire le montage financier et dans le fond compléter le montage financier. Nous ne faisons pas concurrence avec ces outils-là, nous complétons le financement des projets. Est-ce qu'il y a des États dans le monde, je ne sais pas si vous les connaissez, Dominique Chaussé, mais est-ce qu'il y a des États dans le monde qui pratiquent votre politique en faveur de l'économie sociale et solidaire de façon similaire? Honnêtement, nous nous distinguons beaucoup par la particularité de ce modèle d'un bras financier du gouvernement. Nous recevons beaucoup de visiteurs d'un peu partout à travers le monde qui s'intéressent à notre modèle au Québec, qui est assez particulier. Est-ce que cette forme d'économie qui se développe, qui commence à émerger aussi et que l'on commence peut-être à déstigmatiser un petit peu dans le monde, est-ce qu'elle est amenée à se développer, Dominique Chaussé, ou est-ce que selon vous, ça reste un genre économique ou un modèle économique de niche? Non, j'espère que ça se développera. Ce n'est pas une panacée, mais c'est une avenue de solution à des problématiques. On peut faire, dans le fond, on peut faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Alors, vraiment, pour moi, c'est vraiment une solution collective à des problèmes locaux, régionaux et même de d'entreprises de plus grande taille. Donc, c'est vraiment une façon différente de voir les choses, de gérer l'entreprise. Mais pour moi, c'est une avenue qui mérite tout à fait, j'y crois profondément, que ça mérite de se développer. Alors, vous nous venez tout droit du Québec pour ces rencontres du Mont-Blanc ici à Genève. Dominique Chaussé, qu'est-ce qui justifie votre déplacement? Et puis, qu'est-ce que vous trouvez ici à ces 8e rencontres du Mont-Blanc? Bien, au niveau des rencontres, moi, c'est ma première présence et je suis très contente d'y être venue. Et de un, bon, on m'a demandé de présenter ce que nous faisons chez nous, si ça peut aider qui que ce soit à donner des idées pour implanter du financement. C'est tant mieux, c'est exactement l'objectif visé, mais entre autres, ce que j'en retire, c'est beaucoup de voir ce qui se fait ailleurs, comment ça se fait ailleurs, quelles sont les problématiques. On se rend compte qu'on utilise parfois un langage différent pour l'économie sociale, mais on a tous des enjeux communs qui se ressemblent et pour lesquels il faut trouver des solutions. Alors, c'est vraiment de me documenter, je dirais, de me renseigner et de rencontrer des intervenants de l'économie sociale à travers le monde. Vous avez le sentiment que le monde va dans le bon sens, Dominique Chaussé? Oui, c'est pas toujours facile, mais oui, c'est encourageant, honnêtement. Ce qu'on entend ici, pour moi, c'est encourageant. C'est un partage aussi d'informations pour permettre de faire circuler les bonnes pratiques. Donc, pour moi, oui, c'est très positif. Merci à vous. Merci à vous. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Abdel-Jalil Cherkaoui, je viens vers vous parce que vous sortez à l'instant d'une séance plénière ici aux 8e rencontres du Mont-Blanc à Genève. Ça se tient du 6 au 8 décembre. Vous participiez donc à une séance plénière intitulée « Regards croisés ». À laquelle ont participé, présidée par une Coréenne du Sud, à laquelle ont participé un Belge, une Colombienne, un Chinois. Vous êtes vous-même marocain. D'abord, quelle est votre fonction? Et puis, qu'est-ce que vous retenez essentiellement de cette séance plénière?
D'abord, je m'appelle Abdeljalil Sharqawi. Je représente ici un réseau africain d'économie sociale et solidaire dont j'étais l'un des fondateurs et également je représente une dynamique marocaine dans un réseau d'économie sociale et solidaire. Effectivement, j'ai pris part justement aux travaux de ce panel qui est un panel très hétérogène parce qu'il a permis aux uns et aux autres de donner un point de vue sur un petit peu comment nous voyons l'économie sociale et solidaire à partir de l'Amérique latine, à partir de l'Asie, de l'Europe et l'Europe avec les différentes compositions. Et aussi, moi personnellement, j'avais le plaisir de contribuer avec la vision africaine. Alors, on a même été surpris de voir qu'il y avait de l'économie sociale et solidaire en Chine. Oui, bien sûr, parce que l'économie sociale et solidaire, elle est liée à tous les bassins qui hébergent l'humanité, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est lié à l'humain. Mais chacun la voit avec ses propres, regards. Et c'est pour cela le regard croisé, il est intéressant, parce qu'il permet à nous tous d'essayer de voir comment nous pouvons créer une vision globale. Une vision globale, comment on peut, se mettre en réseau, comment on peut partager les bonnes pratiques et les bonnes expériences. Parce qu'il y a un socle que nous partageons ensemble et qui est le même, c'est la difficulté que nous avons avec les pouvoirs publics pour pouvoir intégrer l'économie sociale dans la politique de développement. Ça, c'est un socle qui est complètement global. Mais il reste quand même des spécificités par rapport à chaque continent. Parce que chaque continent, il a une culture. Et cette culture, c'est le récipiendaire. C'est le récipiendaire qui va recevoir justement ces alternatives d'économie sociale. C'est pour cela, moi, je dis, quand il y a transfert, il faut qu'il soit un transfert intelligent des bonnes pratiques. C'est-à-dire avec l'adaptation demandée pour qu'on puisse vraiment avancer d'une manière assez correcte. C'est exactement ce que j'ai pu observer à travers les différentes interventions. Alors, pendant cette séance plénière, le président de Social Economy Europe, qui est la structure européenne des acteurs de l'économie sociale et solidaire, a dit une chose intéressante. Il a dit que l'économie sociale et solidaire a du mal à émerger dans les différents États, dans les différents pays, parce que précisément les États et les gouvernements considère encore que la démocratie est une idée révolutionnaire. Oui, il a tout à fait raison, parce que quand vous parlez de l'économie sociale, vous parlez de la démocratie économique. Vous parlez de la répartition des richesses. Vous parlez de quelque chose qui va un petit peu à l'encontre de l'abus que nous avons vécu et depuis bien longtemps du capitalisme. Tout ça invite le politique à faire des choix et des changements. C'est pour cela, certainement, dans beaucoup de pays, il y a cette résistance parce que les gens ne veulent pas changer. Et puis, le capital, il est plus accepté et plus admis parce que c'est lui qui retient les chefs d'État, c'est lui qui retient la gouvernance. C'est avec les capitaux qu'on maintient un certain nombre de responsables, un certain nombre de chefs d'État, etc. Et nous connaissons ça en Afrique, nous voyons bien entendu en Amérique latine. C'est pour cela quand on vient avec notre discours de changement, avec les alternatives que nous voulons, ça c'est une métamorphose qu'on est en train de demander. Et des fois, il y a des conditions favorables qui nous aident et qui fluidifie un peu notre démarche pour pouvoir arriver au résultat. Mais la majorité des cas, il n'y a pas de conditions et on se heurte justement à l'opposition et à l'objection du pouvoir. Quelle est la situation au Maroc ? La situation au Maroc, comme les autres pays africains, il vit aussi des difficultés dans la manière où on est en train d'installer l'économie sociale. Mais je peux dire que depuis quand même une dizaine d'années, le Maroc a connu des avancées, d'une grande importance. D'abord, il a essayé de territorialiser l'économie sociale. On a eu un chantier qui est d'une grande importance, qui est l'initiative de développement humain. Et déjà l'appellation de ce programme met l'humain au centre de la préoccupation. Et à côté de ça, il y avait beaucoup d'argent qui ont été investis au niveau des territoires. C'est pour cela, moi je considère que ce chantier-là, il nous a favorisés pour installer un petit peu les premiers ingrédients de l'économie sociale pour qu'on puisse les partager avec nos amis africains. Merci Abdeljalil Sharqawi. Voilà. En ces temps où les citoyens ne sont que des tristes payeurs, le gouvernement tend plus la main, ça fait que débrouille-toi à cette heure. On te sacre à l'eau sans
fondre sous son propre poids. Qu'on paye plus pour moins de providence, pendant que les escrocs se bourrent la panse. On préfère se dire que c'est une blague, et puis c'est quand même pas le goulag. Quand au fond nos deux seuls fléaux, c'est les vapis, les libéraux. So est la solidarité depuis tellement d'années. So est la solidarité, le ressort est cassé. Pauline Efa-Eyebe, vous êtes la fondatrice des réseaux locaux de l'économie sociale et solidaire au Cameroun. Oui. Ça consiste en quoi, ces réseaux? En fait, les réseaux consistent en la mise en place d'un réseau coopératif dans chaque commune au Cameroun. Alors, notre objectif, c'est d'en mettre 360 dans les 360 communes que compte le Cameroun. On est déjà à 215 réseaux locaux et on a plutôt espoir qu'on va couvrir les 360 communes. Et comment est venue cette idée de créer comme ça dans chacune des communes camerounaises, Pauline Efa-Eyebe, ces fameux actrices et acteurs de l'économie sociale et solidaire? En fait, l'idée est venue par le fait de notre... nous étions fâchés avec le mot développement, parce qu'on en parle, on ne sait pas trop à quoi. Quand vous dites vous, c'est qui? C'était un peu tous ceux qui participent à notre belle aventure. C'est-à-dire que le développement qui est venu souvent du haut, on n'était pas pour. On a pensé que le premier développement était celui des hommes. Alors l'idée, c'était de mettre des hommes en synergie, de les mettre dans une dynamique coopérative. La coopérative étant regardée par nous comme une entreprise d'économie sociale et solidaire, surtout qu'on a une loi panafricaine qui promeut la coopérative aujourd'hui, non plus comme une association, comme cela était le cas avant, mais comme une entreprise collective à part entière. Et c'est donc à ce titre-là, cette loi reconnaît le réseau coopératif qu'on s'est dit on va commencer par là. Mettre des hommes en coopérative par filière et par secteur d'activité, et puis les dynamiser dans le cadre du relais au niveau local. On a vu pendant votre présentation, Pauline Efa-Eyebe, que toute cette dynamique est en place aujourd'hui au Cameroun. Oui. Qu'est-ce qui vous gênait, puisque visiblement maintenant vous êtes réconciliés, mais qu'est-ce qui vous gênait avec le terme développement? Ce qui nous gênait au terme développement, c'est que le développement est souvent venu soit de l'État, soit du haut, ou alors de très loin. On a parlé... Très loin, est-ce que ce sont des relents coloniaux? Exactement, c'est le sentiment qu'on avait un peu, c'est-à-dire que le développement nous était imposé. Alors nous n'avions pas notre modèle de développement et c'est ça toute la magie de l'économie sociale et solidaire parce qu'il nous permet de repenser ces concepts-là. Donc le développement venu du haut, ce que j'ai souvent l'habitude de dire, quand un gouvernement décide du développement des populations, on jette une poignée de dollars du haut, quand il arrive en bas, c'est du saupoudrage. Donc il vaut mieux reprendre le développement dans le bon sens, c'est-à-dire en partant des localités pour grandir dans le bon sens de la logique. Et quel est votre propre parcours, Pauline Efa-Eyebe? Oui, moi j'ai enseigné en France pendant 27 ans, dans le nord de la France. Et c'est en enseignant que j'ai eu envie de faire quelque chose dans mon pays d'origine. Dans quel domaine d'enseignement? J'enseignais la littérature. Et pendant que j'enseignais la littérature, je faisais de l'action humanitaire. On mettait en place des dispensaires, mais l'action humanitaire reste ponctuelle. On n'est pas engagé avec des gens dans une démarche de devenir. Et c'est là que le flirt avec l'économie sociale et solidaire m'a donné l'occasion de me dire « Ah ben je peux cheminer avec ».
Et l'idée d'accompagner des femmes, des jeunes, des hommes à mettre en place leur dynamique, leur petite dynamique économique locale m'a Pour autant, c'est réconciliée aujourd'hui une avec. activité professionnelle pour vous, Pauline Effa-Yébé, ou ça reste du bénévolat? Alors, pour l'instant, c'est du bénévolat. J'ai abandonné mon poste de travail en France. Je me disais que ça allait aller vite, mais ça fait 10 ans que je m'y colle et c'est par passion que je l'ai fait. Mais maintenant, il faut changer l'essai. Il faut que ça devienne professionnel, d'où mon plaidoyer de tout à l'heure. C'est-à-dire que il fallait que ça démarre. Maintenant que ça a démarré, il faut vraiment penser les canons de progression Parce de que cette dans l'économie initiative. sociale et solidaire, il y a aussi le mot économie. Oui. Alors, vous êtes aussi, Pauline Effa-Yébé, maintenant en quelque sorte devenue l'ambassadrice Oui. de l'association Économie sociale et solidaire Forum International Oui. pour toute l'Afrique. Oui. Alors, Expliquez-nous. je chemine avec l'association. En fait, notre ONG, le partenariat France et Afrique pour le co-développement, est membre de ESSFI, avant Rencontre du Mont Blanc, depuis un certain nombre d'années. Et mon intégration, mon élection au conseil d'administration a fait que ça soit aussi une proposition pour qu'il y ait une représentation en Afrique. Donc je représente l'association ESSFI en Afrique. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire en poids économique, en termes d'emploi peut-être, au Cameroun? Oui, en fait, ce que ça représente, c'est un potentiel encore. Comme vous l'avez vu, on est en train de le construire. Et nous, notre combat pour l'Afrique, c'est qu'il y a un modèle de cette économie-là. Il ne faut pas l'oublier. Ce qu'on appelle l'économie informelle dans nos pays africains représente quand même plus de la moitié du poids économique de ces pays-là. Alors, comment transformer l'essai? Nous pensons que ces activités-là sont réelles. Les gens en vivent, il faut simplement les structurer. Et comme je le disais hier lors d'un atelier, nous pensons qu'il n'y a pas de pauvreté en Afrique, il n'y a que de la mauvaise organisation. Et si on réussit une bonne structuration et une organisation, alors on aura vraiment un impact de ces activités que mènent les petites gens à la base par rapport à nos économies. D'où l'intérêt de partir, comme vous le disiez tout à l'heure, du terrain des hommes et des femmes eux-mêmes. Exactement. Exactement. Le challenge de partir des personnes sur un territoire permet l'appropriation de cette économie-là, l'appropriation de leur devenir en termes de développement, si je puis utiliser le terme. Donc, ils s'approprient leur propre démarche de développement. Et une fois qu'on les a structurés, il y a un foisonnement d'imagination en termes, vous l'avez vu sur et ils prennent confiance en eux et ils se sentent exister. Durablement vôtre, Éric Mutschler. En même temps, Pauline Effa-Yébé, est-ce que aujourd'hui, le développement passant par l'économie sociale et solidaire ne va pas gêner un certain système mis en place depuis très longtemps aujourd'hui en Afrique? Bien sûr qu'il gêne le système établi en Afrique. Vous savez, ces aides représentent quand même un diktat. La main qui donne, quoi. Donc, je pense que le développement de l'économie sociale et solidaire va gêner. D'ailleurs, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont assez parlants là-dessus. Donc, ça gêne effectivement l'establishment. On parlait des structures, des grandes organisations internationales qui distribuent, qui nous nourrissent à la pipette. Vous disiez également que le problème n'est pas un problème de richesse, mais de répartition et peut-être avant tout d'organisation. Oui, moi j'ai toujours pensé que le problème en Afrique,
Il n'y a pas de pauvreté en Afrique. Il y a juste une mauvaise organisation. C'est pour ça que même l'économie sociale, si on ne trouve pas un modèle organisationnel, on va encore retomber dans les mêmes revers qu'avant. Donc il y a un système d'organisation à mettre en place et qui peut donc permettre un décollage au niveau des territoires. Vous y croyez alors j'imagine que oui, sinon d'abord vous ne seriez pas là, et puis pas avec cette énergie-là, Pauline Efa-Yébé. Est-ce que vous y croyez? Et si oui, à quelle échéance de temps on peut voir l'Afrique changer? Je pense que, sans donner d'échéance, parce que ce n'est pas une question de mesure, c'est une question de croyance d'abord, je pense que l'Afrique peut changer très vite. Parce que l'Afrique est riche de ses hommes. Et le capital humain est le premier et des aussi capitaux. de son environnement et surtout de son sous-sol. Tout à fait. Alors, nous pensons que des démarches comme celle-ci, qui peuvent permettre l'appropriation de la démarche développementale par les acteurs eux-mêmes, peut changer la donne très rapidement. On l'a vu ailleurs. Pourquoi pas en Afrique? Merci Pauline Efa-Yébé. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes toujours au 8e rencontre du Mont Blanc ici à Genève qui se déroulait du 6 au 8 décembre 2017 avec vous Anne-France Pitot, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes la directrice générale d'ESS pour économie sociale et solidaire, Forum international, et vous venez de remettre les prix
de l'innovation. Alors, évidemment, on sait bien que les prix, c'est toujours fait pour valoriser les récipiendaires. Qui sont les lauréats et pourquoi ces candidats-là en particulier, Anne-France Pitot? Tout à fait. Nous avons souhaité lancer, effectivement, dans le cadre des 8e rencontres du Mont-Blanc, qui portent sur le thème de l'efficacité de l'économie sociale et solidaire, un appel à initiative internationale, bien évidemment, puisque tel est notre positionnement. Cet appel à initiative a récompensé 3 lauréats. Le choix a été bien sûr très difficile. Sur combien de candidatures? Sur 40 candidatures reçues, 40 candidatures d'une vingtaine de pays différents, avec une représentation de chaque continent, de l'Asie jusqu'à l'Amérique latine. Les critères que nous avons mis en place pour sélectionner les lauréats, c'était bien évidemment leur innovation, leur utilité sociale et la capacité de répliquer leur projet, de l'essaimer, et notamment au niveau international, puisque nous sommes convaincus qu'avec le réseau que nous offrons et la mise en relation, notamment dans le cadre des 8e rencontres du Mont-Blanc, c'est bel et bien un essaimage à l'international que nous offrons. Alors ça, c'est pour les critères et pour les candidats, mais qui sont les lauréats? Alors les lauréats, nous en dénombrons 3. Le premier d'entre eux nous vient du Sénégal, Cher Ngané. Il est le président de la coopérative horticole. Nous l'avons récompensé car son projet était très fédérateur et qu'il portait une dynamique au niveau aussi bien environnemental, mais aussi en termes d'autonomisation des populations, puisque une de ses principales problématiques est celle de la question de l'accès au marché. Notre ancrage est très fort en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal, puisque le président de notre comité scientifique, le professeur Abdou Salam Fall, est professeur à l'université de Dakar. Et d'ailleurs, ce lauréat-là en particulier est un ancien enseignant en économie. Tout à fait. Et effectivement, cela fait une belle boucle, un magnifique pont également avec notre propre structure, puisque nous réunissions à la fois des dirigeants de l'économie sociale et solidaire, des praticiens, mais aussi des chercheurs, puisque nous avons un rôle de think tank assez important sur les questions d'économie sociale et solidaire et sur ces sujets que nous faisons avancer et que nous portons sur la scène internationale dans notre rôle d'influence et de plaidoyer. Premier lauréat, deuxième. La deuxième lauréate s'appelle Zdrava. Elle nous vient de Sofia, en Bulgarie, et elle est manager du projet Bread Houses Network, qui est un projet de maison du pain qui permet de créer du lien social en permettant à tous d'accéder à une activité manuelle, qui plus est, qui est productive de denrées et qui permet donc une certaine autonomie alimentaire, une certaine autosubsistance alimentaire. Ce projet a déjà essaimé dans un certain nombre de pays et l'objectif pour nous en récompensant Zdrava était justement de lui permettre de construire de nouvelles collaborations en venant aux rencontres du Mont-Blanc, et je pense que c'est chose faite puisque j'ai déjà vu l'Uruguay lui proposer d'ouvrir une maison dans ce pays, ou encore le Luxembourg se montrer très intéressé par ce projet fort novateur. Donc ça, c'est la dimension convention d'affaires des rencontres du Mont-Blanc. Tout à fait. Nous sommes en effet un réseau d'échange, de networking, et si nous faisons le choix d'être organisés tous les 2 ans sur une durée de 3 jours, c'est pour permettre justement de créer une communauté et de permettre à chacun d'échanger et de construire dans la durée des relations et des collaborations. Troisième et dernier lauréat. Troisième et dernier lauréat qui nous vient d'outre-Atlantique, d'un pays dans lequel nous sommes très fortement implantés également, qu'est le Canada et plus précisément le Québec, puisque si nous travaillons à l'international chez ESS Forum International, notre ancrage premier est bien sûr francophone et nous portons cette vision sur la scène internationale. Pour en revenir à ce lauréat, Charles Hugo Maziad, il est le représentant du projet de la bourse du carbone scolaire, qui est un projet très innovant qui entend lutter contre le réchauffement climatique à travers une approche pédagogique en prenant comme cible les générations futures, en leur permettant par des gestes quotidiens de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et puisque ces jeunes sont les adultes de demain, cela devrait constituer une véritable solution. Un point commun entre tous ces lauréats, Anne-France Pitot, c'est un fabuleux enthousiasme. Un fabuleux enthousiasme, une vraie créativité, je crois, et une conviction à toute épreuve. Merci Anne-France Pitot. Merci à vous. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur?
Thierry Jantet, on vous retrouve ici aux rencontres du Mont Blanc, 8e rencontre du Mont Blanc à Genève du 6 au 8 décembre. Énorme manifestation qui a lieu tous les 2 ans, avec beaucoup de participants de nombreux pays. Quand on est comme vous président d'une telle structure, ESS Forum International, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Ah, on peut avoir des coups de gueule, si vous voulez. Moi, je suis étonné qu'on ne mesure pas suffisamment, peut-être moins aujourd'hui qu'hier, par exemple, l'apport de l'économie sociale, en particulier des associations, dans la vie collective, j'allais dire de tous les jours. Et sur des points importants, ça peut être évidemment l'accompagnement scolaire, ça peut être les cantines, ça peut être aussi le sport. C'est comme si le fait que cette relation ancienne entre le public et l'économie sociale et solidaire à travers les collectivités locales était devenue tellement banale qu'on en a oublié l'utilité, que l'État en a oublié l'utilité. Moi, je dis qu'il faut relégitimer cette relation publique, économie sociale et solidaire, notamment sur les territoires, pour les territoires, en déterminant les objectifs. Et pourquoi pas des partenariats d'objectifs durables entre État, économie sociale, État, collectivité locale, économie sociale et solidaire. Alors, on a vu pendant... C'est un coup de gueule qui est un coup d'espoir. On a bien compris, Thierry Jantet. En même temps, on a entendu des intervenants lors de ces rencontres du Mont Blanc, ici à Genève, que d'abord, il y avait de grandes disparités dans la définition même de l'économie sociale et solidaire, des disparités également dans la législation, et puis aussi des pays qui sont plus en avance que d'autres. Et la question que je souhaitais vous poser aussi, Thierry Jantet, c'est... D'après vous, notre président actuel, Emmanuel Macron, est-il sensible, est-il dans une posture de quelqu'un qui soutient l'économie sociale et solidaire? Alors d'abord, sur la définition de l'économie sociale, je crois que cette question ne se pose quasiment plus. C'est-à-dire que les valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure, ici, qu'on vienne de Colombie, d'Uruguay, du Canada, de Chine, oui, ou de Corée du Sud, découvrir il y a une convergence, de vues sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Alors, souvenez-vous que le président de la République actuelle, quand il était nommé ministre, a visité une première entreprise, la première entreprise qu'il ait jamais visitée en tant que ministre, et la Com, en Normandie, superbe coopérative, innovante, fibre optique. Donc, on peut se dire que s'il avait visité à l'époque cette entreprise, c'était quand même pas tout à fait un hasard. Alors, ou alors peut-être un creux dans l'agenda. Oh, il venait d'arriver, donc je pense pas quand même. Non, je pense que c'était un choix. Mais moi, je voudrais le dire et lui dire, si vous permettez, comme ça, je vais dire les choses comme ça. Il vous écoute évidemment, que il a dit qu'il voulait que l'économique et le social se rejoignent. Je résume de manière un peu simpliste peut-être sa pensée. En même temps. En même temps. Mais qu'est-ce que fait l'économie sociale et solidaire? En même temps, elle a pour ambition d'être efficace économiquement, évidemment, mais en même temps, et tout autant, efficace socialement, écologiquement, et civiquement. En même temps, pour le coup, la suppression des emplois aidés, c'est aussi un signal fort. Je viens de vous dire, il y a quelques secondes, comment je pensais qu'on pouvait relégitimer justement la relation. Vous expliquer à ce moment-là cette dichotomie entre cette première visite jeune ministre et puis... Je pense que on a oublié l'utilité de cette relation entre... État, collectivité locale, association, parce que c'était devenu comme une évidence, rentré dans les mœurs depuis longtemps, et donc bon, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Mais oui, on a écouté les maires, d'ailleurs de sensibilités très différentes, rappeler l'utilité sociétale de ces liens. Et c'est pour ça que je me permets de proposer cette notion de partenariat d'objectifs durables qui correspondent aussi, d'ailleurs, aux ambitions de la France en matière de réussite des engagements qui ont été pris par différents États sur le développement durable. Il n'aurait pas été légitime, Thierry Jantet,
très rapidement, que précisément un représentant du gouvernement ici accueille ou ouvre, peut-être clôt, ces 8e rencontres du Mont Blanc? Alors, nous l'aurions souhaité, bien évidemment, mais je suis heureux qu'à New York, le groupe pilote international de l'économie sociale a été présidé effectivement par une ministre française. Et dans l'après-midi, j'ai pu brièvement, certes, mais m'entretenir avec le président de la République et avec Nicolas Hulot. Merci Thierry Jeantet. C'est moi qui vous remercie. Pour en savoir plus sur ESS Forum International et les 8e rencontres du Mont Blanc, rendez-vous sur www.essfi.coop. Vous avez pu écouter dans l'ordre Changer le monde par la Congolaise de cœur Patricia Demoura, alias CIADM, paru sur l'album Éclectique sorti en décembre 2015. So-So par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album Octobre sorti en 2015. Et enfin, Chanda Mama, une chanson indienne revisitée par Playing for Change, un projet musical initié par Mark Johnson qui convoque des artistes des 4 coins du monde, paru sur le CD éponyme sorti aux États-Unis en 2009. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.